L'histoire des hôpitaux par Hamida Chaouki, docteur en médecine et en histoire, une émission de Georges Lens et Frédéric Gelbert. Bonjour Hamida, tu nous avais expliqué la dernière fois à quel point il y avait une corrélation entre les grandes révolutions industrielles et ce qu'elles apportaient en termes de moyens, de technologie, et l'évolution de la science médicale et du système de santé. Nous avions vu la dernière fois la première révolution concomitante avec l'arrivée de la machine à vapeur, et maintenant nous voyons poindre la fée électricité. Alors, est-ce qu'elle arrive comme ça tout d'un coup? C'est vers quelle période? Comment est-ce qu'elle s'installe, cette fée électricité? Et comment est-ce qu'elle retentit sur la santé et les connaissances scientifiques dans ce domaine? Bonjour Frédéric, bonjour Georges. Effectivement, j'ai voulu séquencer en quelque sorte cette deuxième révolution médicale qui est contemporaine d'une deuxième révolution industrielle telle que les historiens la décrivent, avec l'émergence de l'énergie électrique, mais aussi de l'exploitation pétrolière et gazière. On en est encore très dépendant. C'est l'arrivée des énergies fossiles. Des énergies fossiles, sauf que le charbon faisait partie déjà de la première révolution industrielle, la révolution de la machine à vapeur. Donc charbon, première révolution industrielle, puis dans la deuxième révolution, deuxième moitié du 19e siècle, l'électricité, premières exploitations pétrolières et le gaz. Et je rajouterai aussi la révolution, aussi l'arrivée du rayonnement. Le rayonnement X, avec Röntgen, qui va ouvrir la radiologie à la fin du 19e. Ça, c'est l'évolution dans le domaine de la science médicale, qui est contemporain de tout le reste. Exactement, la physique, la science physique, l'évolution de la physique, qui induit aussi les évolutions médicales. La fin de la deuxième révolution médicale, on peut la dater de l'immédiat après Deuxième Guerre mondiale, au moment où on va émerger ce qu'on appellera les 30 glorieuses. Donc on peut dire milieu du 19e siècle, 1860, 1870, jusqu'à 1946, 47, 48. Donc c'est un vaste programme aujourd'hui. Nous partons de la deuxième partie Nous allons traiter toute la deuxième partie du 19e et la première partie du 20e. Du 20e, tout à fait. Et qui englobe aussi donc deux guerres. La guerre de 1870, qui met en germe les deux premières guerres, les autres guerres mondiales, terribles. Bismarck, d'ailleurs, qui a été chancelier jusqu'en 1866, avait dit « Attention de ne pas annexer l'Alsace-Lorraine, parce que ça sera terrible dans nos relations entre la France et l'Allemagne », et il ne s'était pas trompé. Donc, en germe de cette guerre qui s'achève, la guerre éclair de 1870, 4 septembre 1870, début de la République française, on peut le dater de cette défaite a induit la République française. On est parti pour deux grands conflits mondiaux qui ont fait des dizaines de millions de morts. Donc là, c'est le contexte historique. Donc on a l'arrivée de tous ces moyens. Alors ça se manifeste comment en médecine? D'abord dans la science médicale peut-être. Oui, alors cet essor de la deuxième révolution médicale caractérisé par la grande épopée pastorienne. On peut dire que c'est le grand homme du début de cette deuxième révolution. Et d'ailleurs, on fête cette année le bicentenaire de sa naissance, 1822. Alors, c'est un physicien et un chimiste, doctorat en physique et en chimie, formé à Normal Sup, jurassien, et il travaille en premier lieu pour la science viticole, sur l'acide tartrique et paratartrique, en employant les techniques de cristallographie déjà
pour aller visionner en quelque sorte les structures moléculaires des différents acides qu'il étudie en matière de sciences viticoles et les phénomènes physiologiques de la fermentation. Et c'est à travers la fermentation qu'il commence à tutoyer les micro-organismes agissant dans cette fermentation. Il démontre ainsi que les ferments sont des micro-organismes et chacun des procédés qu'il met au point donne lieu à des brevets. Déjà, il y avait des brevets. Déjà, il dépose des brevets. Et c'est en ce sens qu'il est très moderne, puisqu'il va créer 2 sociétés pour commercialiser ses futurs vaccins. Donc, on peut considérer qu'il avait l'état d'esprit déjà de nos jeunes start-upers. Des start-upers. C'est un aspect assez méconnu qui a été mis en avant par les historiens assez récemment. Mais c'est vrai qu'on voyait Pasteur comme un universitaire plongé dans ses recherches. Exactement. Il a complètement déconnecté. Il a été certes doyen de l'université de Lille. Il a été directeur de l'Institut Pasteur, mais aussi chef d'entreprise en quelque sorte. Alors, il va s'intéresser à travers la viticulture aux maladies qui touchent la botanique, mais aussi à travers la botanique. Donc, il va être confronté au monde agricole et il va travailler sur les maladies qui touchent les animaux, donc les épizooties. Donc, il fait monde botanique, le monde animal et ensuite l'humain. Et il va travailler effectivement sur les maladies qui touchent l'humain. Vous voyez, un petit peu de proche en proche, depuis la botanique et les maladies, il va passer aux épizooties et ensuite aux maladies qui vont toucher. Donc, à la fin des années 70, il travaille sur la maladie du charbon des moutons, le choléra des poules et le rouget du porc. Et ensuite, il va basculer en 1870. Il pose les bases de la théorie microbienne des maladies et donc de la contagiosité dans une controverse célèbre sur la théorie de la génération spontanée. Donc lui, contagiosité, micro-organisme versus génération spontanée des maladies, dont cette théorie qui était mise en avant depuis de nombreux siècles et voit... Mais on a du mal un peu à imaginer ce que croyaient les gens à cette époque. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des microbes qui donnaient la maladie, donc ils pensaient que ces maladies, elles arrivaient comment ? Par l'air, par les miasmes, exactement, les miasmes, une ambiance. Effectivement, il n'y avait pas cette notion de micro-organisme. Elle avait été effleurée par les philosophes grecs du 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, l'infiniment petit, mais ensuite ça s'était éloigné de l'esprit rationnel. Là, on ne connaissait pas les micro-organismes. Et donc, c'est Pasteur qui est le premier à les avoir mis en évidence. Avoir démontré, effectivement, qu'ils agissaient. Avec l'ensemble des microscopistes, puisque le développement de l'optique qui permet effectivement de voir l'infiniment petit. On avait vu, avec la découverte du microscope, on avait vu que ça existait, ces micro-organismes, mais le rôle majeur de Pasteur, c'est de montrer que ce sont eux qui sont responsables les agents de la maladie. Et ces travaux sur les vaccins, les vaccins, bien sûr, il va travailler sur les vaccins de la rage, précédés par les travaux concernant les vaccins qui met au point contre les épizooties, les maladies des animaux. Et ensuite, l'essentiel de ces recherches sur les vaccins se concentre sur les techniques d'atténuation de la pathogénie en vue de l'obtention des vaccins. Donc, c'est des vaccins vivants, à base de pathogènes vivants, atténués. Et donc, ces travaux portent sur les techniques d'atténuation de cette virulence, de cette pathogénie. Et les premières techniques qu'il développe, c'est les techniques par atténuation par la chaleur. Et il va démontrer que, par exemple,
en passant ces pathogènes à une chaleur de 40-45 degrés, il atténue la pathogénie et ainsi il injecte. C'est en fait la technique générienne de la variolisation qu'il va lui développer et par rapport à un certain nombre de maladies et de vaccins qu'il va mettre au point. Donc on connaissait déjà avec Jenner donc ce principe de la vaccination sans en connaître les mécanismes. Donc Pasteur, lui, va l'étendre et il va le théoriser quelque part. Le théoriser et l'expérimenter sur... dans le cas de la rage. Voilà, dans le cas de la rage, de petits Alsaciens. Alors, au niveau éthique, il faut savoir que et Pasteur et Robert Koch, qui est son grand adversaire allemand, et donc on est dans la confrontation de la guerre scientifique entre les Allemands et les Français, tous les deux, c'est les historiens récents qui nous le démontrent, ils ont, pour Pasteur, demandé au roi du Brésil de pouvoir expérimenter des vaccins sur des condamnés à mort, ce qu'il a, bon, il ne l'a pas mis en place. Et pour Robert Koch, lui a expérimenté certains médicaments, dont l'arsenic, sur des Africains dans le cadre de la colonisation allemande sur des territoires africains. Donc vous voyez, on était quand même en marge de l'éthique parfois, et il faut savoir aussi, devant la grande figure de Pasteur et de Koch, dire qu'il y avait effectivement des petites zones d'ombre que les historiens actuellement mettent en avant. Alors les vaccins contre la rage 1885, contre le choléra, c'est pas nécessairement Pasteur, mais c'est Pasteur et l'école pasteurienne. Choléra 1893, vaccin contre la typhoïde 1896, contre la peste, c'est le grand Yersin, élève de Pasteur 1897, diphtérie coqueluche 1923, 1927 le BCG de Calmette et Guérin, Institut Pasteur aussi, tétanos 1927, Ramon, Institut Pasteur, typhus 1930 et fièvre jaune 1932, un élève de Pasteur à l'Institut Pasteur de Tunis qui met au point le vaccin contre la fièvre. Vraiment, on est dans dans la médecine moderne. De la médecine moderne, tout à fait. Et on doit avouer que dans ces périodes-là, on a eu aussi des comportements anti-vax. On retrouve aussi de grands mouvements anti-vax dans les années 1800, un petit peu après 1893, 95, 96, des mouvements anti-vax aussi, comme on les retrouve Quel motif ces mouvements à l'époque? C'est les mêmes moteurs en quelque sorte psychologiques que l'on va retrouver. Donc on a vu que les Français et les Allemands ont leurs grands savants dans ce domaine, et les Anglais qui dominent le monde, ils font rien? Alors, les Anglais sont peut-être jusqu'à la fin du XIXe siècle, les Anglo-Saxons, un petit peu derrière finalement le couple franco-allemand, c'est le cas de le dire, mais là un petit peu, on est vraiment dans une opposition constructive bien entendu, mais il faut reconnaître que c'est l'anglais, le chirurgien, le microscopiste Lister qui met au point les méthodes d'antisepsie. Mais toujours dans cette même période, Lister, c'est quelle époque à peu près? Alors, c'est la fin du 19e siècle. Donc c'est après Pasteur. C'est un élève de Pasteur dans l'esprit, qui est aussi chirurgien. Et donc, il s'inspire des travaux de Pasteur pour élaborer une méthode d'antisepsie autour de l'acide phénique. Il était lui-même donc microscopique et chirurgien. Il se plongeait les mains dans le phénol, trempait ses instruments, pulvérisait un nuage de phénol dans le champ opératoire et récolte rapidement de très bons résultats avec une diminution des infections post-opératoires. Et donc c'est l'association de l'antisepsie avec des produits chimiques
et de l'asepsie par la chaleur qui donne effectivement l'essor faramineux de la chirurgie, avec des chirurgiens qui s'habillent avec des bostons, des tenues blanches, des casaques, un masque, des gants, qui décontaminent le champ opératoire avec des produits chimiques, et le tout désinfecté à la chaleur dans les fours, les autoclaves et bientôt les fours Popinel. C'est un progrès énorme. On ne s'en rend pas compte maintenant, tellement on y est habitué, mais aussi bien la chirurgie que l'obstétrique, avant ces découvertes, entraînaient des mortalités effroyables. Et ça a été un progrès énorme pour la santé publique. On voit par exemple qu'avant la révolution de l'asepsie et l'antisepsie, 90% des grossesses extra-utérines, 95% des ulcères perforés, 92% des péritonites appenniculaires et 90% des occlusions intestinales se terminaient par la mort du patient. On avait donc une mortalité effroyable en chirurgie qui était non éthique de la pratiquer. Alors, est-ce que toutes ces découvertes ont entraîné aussi une transformation de l'hôpital? Est-ce que cet hôpital, qui était un petit peu un lieu d'opération risquée, d'hospice pour les gens qui étaient malheureux et pauvres, est-ce que maintenant il est devenu un lieu où on soigne, où on guérit? Et donc le fait qu'on ait découvert des micro-organismes porteurs, agents de maladies, transforme anthropologiquement la société, et bien sûr l'hôpital. Et donc le courant haussmannien en fait partie, l'élargissement des voies, les urbanistes, les politiques s'évertuent effectivement à mettre en place du tout à l'égout, d'amener de l'eau potable dans les foyers. Et donc il y a une transformation anthropologique qui fait dire au responsable de l'école d'architecture de Paris, Trillat, il déclare en 1900 « Le médecin, l'architecte et l'ingénieur sont chacun dans sa sphère de compétences les metteurs en scène des prescriptions d'hygiène. » Et donc on assiste à ce grand courant hygiéniste de la fin du 19e et début du 20e siècle. Je voudrais juste insister sur ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment fondamental. Ça transforme la ville, ça apporte les égouts, ça transforme les hôpitaux, ça a complètement transformé la société, ces notions de contamination et d'hygiène. D'autant que 3 fléaux endémiques durant le 19e siècle, c'est la tuberculose, syphilis, choléra, qui, l'ensemble des politiques urbaines vont tendre à lutter contre ces 3 fléaux. Syphilis qui toucherait 20% des populations adultes dans la deuxième partie du 19e siècle. Donc on comprend la tuberculose. Et ce qui fait que, par exemple, un exemple, une coupure d'eau intervient après qu'un certain nombre de dizaines de milliers de foyers aient été équipés de l'eau courante. La coupure d'eau intervient dans Paris pendant une semaine. Et on assiste à une flambée de dysenterie dans la population parisienne qui consomme de nouveau de l'eau de la Seine. Parce qu'il n'y a plus d'eau. Parce que jusque-là, ils consommaient de l'eau et de la dans les Seine. Fontaines. Voilà, donc c'était un petit peu la démonstration de l'hygiène, mais on ne se rend pas compte de du ça. retour de l'hygiène. J'arrive pas à imaginer les Parisiens, avant cette époque, Tout à fait. en train de récupérer directement l'eau de la Mais Seine, de même que... sans la filtrer, sans la traiter. Tout à fait. Et de même que dans la deuxième partie de nouvelles réglementations régissent la construction, qui impose la hauteur de 2,8 mètres sous plafond pour les 2 premiers niveaux d'immeubles, suppression d'entresol. La taille des cours et des courettes sont régies par un minimum de 30 mètres carrés, etc. On déclare par exemple que la tuberculose est avant tout une maladie de l'obscurité. Formidable. Ce qui met les frères Lumière un peu en porte-à-faux, eux qui ouvraient les premières salles obscures. Voilà, c'est le côté, la petite pointe d'humour. Et bien sûr, l'architecture des hôpitaux est profondément bouleversée,
puisqu'elle devient, et on retrouve ces magnifiques hôpitaux pavillonnaires, qu'on a beaucoup appréciés, n'est-ce pas, avec des longues coursives, de très grandes fenêtres qui étaient bien aérées, des plafonds très hauts, et pour la lutte contre les maladies transmissibles comme la tuberculose, on ouvre des sanatoriums, des aériums, des préventoriums qui vont foisonner tout au long de la côte atlantique, par exemple, dans la région d'Arcachon. Et puis, je citerai le préventorium de Cap-Breton, qui maintenant est devenu un centre de rééducation fonctionnelle européen très connu. Et donc, il y a une transmission encore de l'histoire de cette deuxième révolution dans notre monde contemporain. Mais ce que tu viens de décrire, c'est le monde médical dans lequel nous avons appris la médecine. Les hôpitaux, moi j'étais à Lyon, l'hôpital des Trois-Rivières, c'était des pavillons. Et je pense que Purpan c'est pareil, je ne sais pas comment c'était à Paris. C'était la même chose. Exactement. Oui. C'était des pavillons. Des pavillons. Et après nous, on a vu au contraire une concentration dans des grands hôpitaux, des grandes tours. J'ai vu il n'y a pas très longtemps l'hôpital, j'étais la semaine dernière auprès de l'hôpital de Nord-Franche-Comté. C'est un bloc de 250 mètres de long sur 100 mètres de large, un bloc. Effectivement, ça donne une drôle d'impression. Planté à la sortie d'une bretelle d'autoroute, au milieu de nulle part, dans les champs, et c'est un bloc. Et donc peut-être que dans 30 ans, on reviendra à des choses peut-être... Notre hôpital de Tarbes. Voilà un petit peu cette structure. On voit émerger aussi les grandes sociétés d'hygiène, les sociétés savantes, les congrès internationaux. Et la Société d'hygiène et santé publique est la société savante la plus importante dans ce début de révolution, de deuxième révolution médicale. Mais petit à petit, des associations de lutte contre la tuberculose vont émerger. Et pour les financer, il y a le fameux timbre antituberculeux qui est vendu. Et la vente de ce timbre antituberculeux est contemporaine de cette deuxième révolution médicale et va être pérennisée jusqu'à il y a encore une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Les enfants vendaient des timbres antituberculeux au bénéfice des associations. Et est-ce qu'il y a un secteur privé qui continue à exister? Est-ce qu'il y a des cliniques? Est-ce qu'il y a de la chirurgie privée ou tout est concentré dans les hôpitaux? Alors justement, à partir on peut dire même du début du 19e siècle, des maisons de santé, les premières cliniques aliénistes sont construites et sont mises à la disposition des patients aliénés. Et particulièrement la célèbre clinique du docteur Blanche à Paris, où des gens, des notables, et puis tous les patients qui s'adonnaient à la morphino, qui sont morphinomanes, en quelque sorte, étaient hospitalisés. Les cliniques privées vont connaître un grand développement. Pourquoi? Parce que l'hôpital public et l'hospice étaient réservés aux indigents et aux pauvres. Et donc, les gens aisés, qui avaient des moyens, ne pouvaient pas accéder à l'hôpital. Donc ça ouvrait un couloir, une autoroute aux cliniques privées qui se sont développées de ce fait. Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'hôpital était fermé aux gens qui n'étaient ni pauvres ni indigents. Et petit à petit, l'hôpital va s'ouvrir aux gens qui étaient un petit peu plus aisés, avec plusieurs catégories de patients qui payaient. C'était les patients payants. Et donc, ils étaient catégorisés en première, deuxième, troisième catégorie, et en fonction des revenus, payaient des sommes différentes à l'hôpital. Mais quel était le lieu où s'exerçait la médecine de pointe, la médecine qui technologiquement était à l'avant des connaissances? C'était dans les cliniques ou c'était à l'hôpital? Alors, il y a en quelque sorte un concours entre les deux structures, et c'est vrai que les cliniques obstétricales et chirurgicales ont pris le pas sur
les structures hospitalières pendant un temps, jusqu'à, on peut dire, la fin de la deuxième révolution médicale. Alors, et pendant toute cette période, il s'est passé quand même un événement majeur, c'est la guerre de 14-18. Oui, et c'est là où les services de santé des armées, effectivement, ont donné la pleine mesure. Développement des techniques chirurgicales, de ces grands blessés, les gueules cassées. L'anesthésie a beaucoup progressé. 1848, l'anesthésie à l'éther et au chloroforme, et les techniques d'anesthésie se sont développées en associant par exemple la morphine, l'anesthésie, mais pas les techniques de réanimation n'étaient pas encore au point, bien sûr. La transfusion sanguine était balbutiante. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaissait en 1901 mise en évidence du groupe ABO seulement, et non pas Rhésus, qui n'arrivera qu'en 1941. Donc la transfusion était encore très très dangereuse en quelque sorte, puisqu'on pouvait avoir des accidents Rhésus. On arrivait à en faire. Mais on en faisait parce que statistiquement on avait un accident hémolytique sur une transfusion sur 5, dans la mesure où le groupe ABO était connu, mais pas encore le Rhésus. Et donc développement des techniques chirurgicales surtout, ORL particulièrement, pour la prise en charge de ces gueules cassées. Et donc, pour en quelque sorte conclure ce chapitre, je dirais que les premiers traitements antibactériens avec les sulfamides font partie de cette deuxième révolution. On découvre la pénicilline en 1927, Fleming, mais l'industrialisation, les process d'industrialisation, de fabrication n'arriveront que vraiment durant la Deuxième Guerre mondiale et au début de la Troisième Révolution médicale. Merci Amidad, merci d'avoir mis de l'ordre dans ce foisonnement de cette deuxième révolution médicale où il se passe des choses impressionnantes, et merci de nous avoir permis de comprendre comment ça a pu se développer. À la prochaine fois pour la troisième révolution médicale. Merci à vous.